Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà fait un certain nombre de fois, je vais répondre à la question d'une auditrice qui m'a laissé un petit message sur le répondeur du podcast. Il s'agit d'Audrey et voici son message. Bonjour, tout d'abord merci beaucoup pour le podcast que vous réalisez. C'est la pédagogie Montessori que je trouve vraiment passionnant, que j'ai découvert hier et j'ai beaucoup de peine à m'arrêter à écouter vos épisodes. Moi j'avais des questions sur qu'est-ce que dit du coup la pédagogie Montessori sur l'articulation entre enfants, dans la fratrie, sur l'organisation de la maison, le partage des jeux, le partage des espaces, notamment moi dans mon cas particulier, j'ai 2 filles, 5 ans et 3 ans, qui dorment dans la même chambre, donc qui partagent leur étagère, qui partagent beaucoup les jeux. Est-ce que tous les jeux sont à tout le monde? Est-ce qu'on doit définir quels jeux sont à qui et comment inciter les enfants à partager au maximum sans non plus les déposséder ou les rendre tristes. Et puis pareil sur les tâches ménagères, par exemple, elles commencent un peu à mettre la table. Pour l'instant, on leur demande de mettre la table pour elles-mêmes. À quel âge est-ce qu'elles vont commencer à mettre la table pour toute la famille éventuellement? Est-ce que la grande doit mettre la table pour les deux petites, pour elle et sa sœur? Est-ce qu'il faut partager? Voilà, comment est-ce qu'on fait pour avoir une sorte de sentiment équitable aussi entre les enfants dans toutes les activités pratiques de la maison? Voilà. Bon, merci beaucoup. Et puis, voilà, je crois qu'il y a plusieurs questions dans mes questions. Voilà, j'ai fini. Au revoir. Bonne journée. Ce sont vraiment d'excellentes questions. Et ce n'est pas si évident que ça d'y répondre. Je vous avoue qu'avec nos 5 enfants, donc dans notre famille nombreuse, nous sommes particulièrement sensibles à toutes ces questions. Et l'un de nos objectifs, bien sûr, est d'éviter que nos enfants deviennent jaloux les uns des autres, qu'il y ait du ressentiment ou qu'ils nous en veuillent à l'âge adulte. Alors, au-delà de notre propre expérience, nous avons aussi pas mal de neveux et de nièces. Nos frères et sœurs respectifs, mon mari et moi, ont 7 enfants, 5 enfants et encore 5 enfants. Et puis, il y a d'autres familles qui sont encore en construction, disons, qui n'ont sans doute pas encore tous les enfants qu'ils voudraient avoir. Donc nous avons beaucoup de familles nombreuses dans notre entourage. C'est donc vraiment un sujet qui nous parle et sur lequel nous avons réfléchi et nous avons partagé avec d'autres familles. Alors pour vous expliquer la situation chez nous et vous savoir de quoi on parle, chez nous, notre aîné a sa propre chambre. Les 3 suivants partagent une grande chambre qui sert aussi de salle de jeu. Et le petit dernier est tout seul. Et dans toutes ces questions, autour du partage des jouets, du partage de l'espace, du partage des tâches ménagères, des services que l'on rend à la maison, je dirais qu'il y a 2 tendances qui semblent apparemment contradictoires. La première, c'est que l'on veut essayer de préserver le sentiment de sécurité de l'enfant. On ne va pas lui arracher son jouet, par exemple. D'un autre côté, on voudrait aussi lui apprendre la générosité, le sens du partage et le sens du service. Et il nous semble, à première vue, que ces 2 postures sont contradictoires. C'est que ou bien on maintient la sécurité de l'enfant en lui laissant ses jouets à lui, ou bien on lui apprend le partage en le forçant à prêter ses jouets à quelqu'un d'autre. Eh bien, en fait, ma conviction profonde est que les 2 ne sont pas contradictoires. Et l'approche Montessori propose justement une vision des choses assez originale que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Un principe fondamental dans l'approche Montessori, c'est qu'on laisse toujours un enfant
aller au bout de son travail ou au bout de son jeu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si un enfant a pris un travail sur une étagère, il a pris un plateau, il est en train de travailler à sa table, et qu'un autre enfant veut faire le même travail, eh bien ce deuxième enfant doit attendre que le premier ait fini. Mais vraiment qu'il ait fini. C'est-à-dire qu'on ne va pas réclamer un travail à un camarade de classe, on attend qu'il ait totalement assouvi son besoin de travailler avec ce matériel. Et, point qui surprend souvent, il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque matériel dans une salle de classe Montessori. Alors souvent on se dit, mais c'est compliqué, si deux enfants veulent faire la même chose, comment fait-on? Eh bien justement, en fait c'est un prétexte à apprendre la patience et puis à développer les relations sociales, l'empathie, etc. dans la classe. Mais la façon dont on va faire cela, c'est que l'enfant qui a pris le travail en premier peut y passer autant de temps qu'il le souhaite, même si c'est toute la journée. Et le deuxième enfant va attendre. Et c'est très difficile en tant qu'adulte, c'est quelque chose avec lequel moi-même je ne suis pas encore totalement à l'aise, mais dans la pédagogie Montessori, on ne dit pas à un enfant, bon, est-ce que tu n'as pas fini parce que tu as ton camarade là qui attend et qui aimerait bien pouvoir travailler aussi avec ce matériel. On laisse vraiment l'enfant totalement serein vis-à-vis du matériel. Et ça se comprend très bien si vous faites par exemple le parallèle avec la lecture. Imaginez que vous êtes plongé dans la lecture de votre roman et que régulièrement on vous interrompt en disant « Ah mais moi aussi j'aimerais bien le lire ce roman ». Alors vous vous interrompez et puis vous passez le livre à quelqu'un d'autre. Et puis vous le récupérez plus tard et vous ne retrouvez plus votre page, vous ne savez plus où vous en êtes, qui sont les personnages, c'est un peu compliqué. Vous vous remettez dedans, vous arrivez à nouveau à vous replonger dans l'histoire et hop, quelqu'un vous demande à nouveau de vous emprunter le livre. Imaginez à quel point vous seriez frustré et à quel point vous deviendriez protecteur envers ce livre. C'est-à-dire que plus on vous le demanderait, moins vous auriez envie de le prêter. Alors qu'à partir du moment où on vous a laissé lire votre roman tranquillement jusqu'au bout, eh bien souvent, vous êtes le premier à vouloir le partager avec d'autres. Combien de fois on lit un livre qu'on aime bien et on se dit oh, « Je suis sûre qu'il t'intéresserait. Est-ce que tu ne veux pas le lire? Je te le prête. » On fait ça très souvent, très facilement. Alors que si on vous interrompt en pleine lecture, il y a fort à parier que vous n'ayez pas très envie de prêter le livre. Eh bien, c'est la même chose pour un travail dans une classe Montessori. Et puis, remarquons aussi le paradoxe de notre société actuelle. On se plaint que les enfants n'arrivent pas suffisamment à se concentrer, qu'ils n'ont plus de persévérance, qu'ils ne savent plus travailler, etc. Et en même temps, dès qu'un enfant se passionne pour un travail, dès qu'il commence à y passer une demi-heure, 1 heure, 2 heures, qu'est-ce qu'on fait? On va le voir et on le force à arrêter pour partager le travail avec d'autres. Une fois sécurisé, une fois que l'enfant aura eu la conviction qu'il pouvait travailler sereinement sur quelque chose, ou, puisque là on parlait de jouer, ou qu'il peut jouer sereinement avec quelque chose, une fois sécurisé, l'enfant commencera plus facilement à être généreux. En fait, c'est à partir du moment où l'enfant a la certitude que ce matériel, il peut l'obtenir, une fois qu'il l'a obtenu, il peut l'utiliser aussi longtemps que nécessaire. C'est une fois qu'il a cette certitude que l'enfant peut plus facilement prêter ou partager. Et au fond, c'est logique, même si cette logique nous échappe le plus souvent. Comment pourrait-on prêter ou partager quelque chose qui n'a pas vraiment l'air de nous appartenir? Quelque chose dont on nous dispute la possession en permanence. Alors que c'est beaucoup plus facile lorsqu'on est rassuré sur la possession de quelque chose, de pouvoir alors prêter ou partager. L'idée donc à la maison serait de laisser un enfant jouer jusqu'à ce qu'il n'en ait plus envie avec un jouet. Et si un autre enfant veut jouer avec le même jouet, eh bien à ce moment-là, on lui dit que l'autre enfant a déjà pris ce jouet et que donc pour l'instant, c'est au tour de l'autre et que son tour viendra plus tard quand le premier enfant aura terminé. Alors là, évidemment, je vous parle d'enfants qui sont capables de raisonner.
Donc soyons bien clairs, un bébé aura beaucoup de mal à comprendre tout ça. Disons, un enfant de moins de 2 ans, voire moins de 3 ans, aura beaucoup de mal à comprendre ça. À ce moment-là, on adopte d'autres stratégies. Avec les tout petits, et puis plus ils sont petits, plus on va les puiser dans ces stratégies-là. Avec un tout petit, on va commencer par distraire le bébé, par lui montrer autre chose, par essayer d'attirer son attention sur autre chose. Ou alors, ce qui fonctionne très bien, et qui est une stratégie que nous apprenons à nos enfants depuis toujours, nous leur apprenons que le plus efficace, c'est de proposer un échange avec un autre jouet. Donc imaginez qu'un grand soit en train de jouer avec une poupée, et le bébé arrive et prend la poupée. Eh bien, plutôt que d'arracher la poupée des mains du bébé, parce que qu'est-ce qui va se passer? Le bébé va se mettre à pleurer, à hurler, à tirer plus fort, à mordre peut-être, enfin bref, la catastrophe, le conflit, la violence. Eh bien, plutôt que de faire ça, c'est très simple, le plus grand peut aller chercher un autre jouet, intéressant pour le bébé, et proposer un échange, pour récupérer le jouet avec lequel il jouait. Souvent, ça se passe très bien, parce qu'en fait, les bébés sont souvent plus attirés par un jouet parce que c'est un jouet avec lequel joue le frère ou la sœur, et ils ne sont pas spécialement attirés par le jouet en lui-même. Donc, du moins la plupart du temps, ça fonctionne assez bien. Et puis sinon, on apprend aussi aux plus grands à faire des compromis, que oui, avec les plus petits, c'est compliqué. Donc on peut s'isoler pour aller jouer, ou alors on peut le laisser un petit peu jouer avec ce jouet, et puis ensuite le récupérer quand il s'en est un petit peu lassé. Donc tout ça, ce sont des possibilités différentes. Et ce sont des choses que nous faisons aussi à la maison. C'est comme ça que nous fonctionnons la plupart du temps. Même si, je vous l'avoue très sincèrement, c'est difficile de sortir des réflexes, de dire c'est chacun son tour, peut-être que tu y as suffisamment joué. Alors souvent on essaie d'inclure aussi un frère ou une sœur dans le jeu de l'enfant, en disant mais est-ce que tu ne peux pas jouer avec lui ou avec elle? Et puis nous avons adopté une politique un peu spéciale qui fonctionne très bien chez nous, donc je vous la partage, ça pourra peut-être vous donner des idées. Si un enfant reçoit un cadeau, il est totalement à lui pendant 1 semaine. Ça veut dire qu'il a le droit de refuser qu'un autre enfant y touche. L'idée derrière, c'est que quand on reçoit un cadeau, souvent on a envie d'y jouer de façon exclusive, on a envie justement de se rassurer sur le fait que c'est notre jouet. Et donc on procède comme ça, et au bout d'1 semaine, les jouets sont à tout le monde. Alors il y a des réserves sur l'âge évidemment, c'est-à-dire que certains jeux de société vont être réservés aux plus grands, les plus jeunes n'auront pas les droits de les prendre n'importe comment. On va aussi préserver les jeux les plus fragiles et empêcher les petits d'y jouer. À l'inverse, il est hors de question que les plus grands jouent avec le doudou d'un plus petit. Ça appartient strictement aux plus petits. Mais voilà, de manière générale, si un enfant reçoit un cadeau, il est totalement à lui pendant 1 semaine et il a le droit de refuser qu'un autre y touche. Par la suite, le cadeau devient un jouet de la maison et donc plus ou moins collectif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des contraintes autour de l'âge, mais le jouet finit par appartenir à tout le monde. Et puis, on a une petite exception à cette règle, c'est que certains jouets ou cadeaux très spécifiques appartiennent à un enfant en particulier. Donc, chaque enfant a une caisse à objets personnels que les autres n'ont pas le droit de toucher. Alors, dedans, il peut y avoir un doudou, il peut y avoir un cadeau de la meilleure copine, il peut y avoir, alors je pense en particulier à une boîte de crayons et de feutres d'art qui aurait été très vite abîmée par les plus jeunes et qui est réservée à l'une de nos filles. Ça peut être des choses aussi que les enfants se sont achetées avec leur argent de poche en économisant. Et des choses qui sont consommables, comme des peintures, par exemple, qui leur ont été offertes aussi spécialement. Voilà, certains de nos enfants ont des objets artistiques qui leur sont réservés. C'est aussi un peu la même chose pour tout ce qui est consommable. Alors je pense à des boîtes artistiques. Vous connaissez peut-être les boîtes Djeco, qui sont des kits artistiques. Eh bien, une fois que... Alors, il peut y avoir plein de choses, que le sable coloré ou que les petits dessins à peindre, etc.
ont été utilisés, eh bien, on ne peut plus les utiliser. Donc, l'enfant à qui on a offert ce cadeau est son propriétaire. Il peut le partager avec d'autres enfants, d'autres de ses frères et sœurs, mais il n'est pas obligé. Voilà, parce que ce jeu est limité. C'est exactement comme dans une classe Montessori où on va proposer aux enfants, par exemple, de faire du pain. Eh bien, il ne peut pas y avoir 30 enfants qui font du pain, parce qu'il n'y a pas assez de farine, le pain ne serait pas mangé, etc. Donc, on met souvent en place un système de tickets, par exemple, où le premier enfant qui prend un ticket pourra faire la moitié du pain, et le deuxième enfant qui prend un ticket pourra faire l'autre moitié du pain. Quand les ressources sont limitées comme ça, évidemment, il faut établir d'autres règles. Mais bon, je me dis que ça peut vous donner des idées sur comment mettre en place des règles de partage ou pas chez vous. En tout cas, ça a l'avantage de développer d'un côté la sérénité face à la possession d'un jouet. Si on laisse un enfant jouer tout son saoul avec un jouet, eh bien, il ne ressent pas le besoin d'être en compétition avec les autres pour y jouer. Il peut simplement commencer à y jouer et y jouer tant qu'il en a envie. Donc les enfants sont plus sereins ensuite pour partager. Et puis, voilà, ces quelques limites autour nous permettent quand même d'enseigner aux enfants ce qu'est la propriété. Ce que ça veut dire que de posséder quelque chose, d'en prendre soin, d'en être responsable. Donc ça, c'est quand même quelque chose de pratique aussi, en particulier quand il s'agit de ressources un peu artistiques et avec des consommables. Voilà donc comment nous faisons et comment la pédagogie Montessori nous propose de procéder pour le partage le partage des jouets, tout simplement. Et puis, l'autre question d'Audrey concernait les tâches ménagères. Doit-on demander à un enfant de ne mettre par exemple que son propre couvert, ou tous les enfants doivent-ils mettre la table pour tout le monde ? Comment partager les services de la maison pour que chacun ait le sentiment qu'on a été équitable ? Tout ça, ce sont des questions très, très intéressantes, très justes, et qui ne sont pas forcément évidentes à régler, parce que c'est souvent une grande source de conflit à la maison que de partager les tâches ménagères, puisque tout le monde n'a pas les mêmes compétences dans une fratrie, et dans une famille en général. Un adulte n'a pas les mêmes compétences qu'un bébé de 18 mois, qui lui-même n'a pas les mêmes compétences qu'un enfant de 6 ans ou de 12 ans. Et donc, il faut prendre en compte, à mon avis, 2 choses importantes pour la répartition des tâches ménagères. Premièrement, le sens social de l'enfant ainsi que sa capacité à travailler en équipe. Je m'explique. C'est quelque chose qui se développe avec le temps. Il va être plus difficile à un jeune enfant de se projeter, de se mettre dans la peau de l'autre et de se dire de quoi aura besoin le reste de la famille. C'est pour ça qu'un jeune enfant va souvent être capable de mettre le couvert pour lui-même ou de débarrasser son propre couvert, mais va avoir plus de mal. Ça demande une étape d'abstraction supplémentaire que d'aller mettre toutes les fourchettes à table. Ça va lui demander aussi plus de compétences sociales s'il doit travailler en équipe. C'est-à-dire que faire quelque chose pour lui tout seul, il est responsable de ce projet du début à la fin, c'est quelque chose d'assez simple à gérer. Commencer à se répartir les tâches pour mettre la table ensemble. Toi, tu t'occupes des fourchettes, toi, tu t'occupes des assiettes, toi, tu t'occupes des couteaux. Ça demande des capacités de planification et d'organisation qui sont bien plus complexes. Et puis, donc je vous dis que c'est la première chose à prendre en compte pour répartir les tâches ménagères. Il y a le sens social de l'enfant et sa capacité à travailler en équipe. Et puis, il y a la complexité des tâches. C'est-à-dire que suivant les tâches, certaines vont être plus simples si l'enfant ne s'occupe que de lui. Si l'enfant ne s'occupe que de lui pour débarrasser, par exemple, eh bien, il prend sa fourchette, son couteau, il les met dans son assiette et il emporte tout ça à la cuisine. S'il doit débarrasser pour tout le monde, eh bien, il doit réunir tous les couverts, les mettre sur une assiette, empiler les assiettes et prendre l'assiette avec les couverts et la mettre au-dessus de toutes les assiettes, débarrasser tout ça. Tout ça risque d'ailleurs d'être trop lourd, donc il va falloir diviser la pile en 2, peut-être en 3.
vous vous rendez compte à quel point c'est compliqué à organiser, à planifier dans l'esprit de l'enfant, ce genre de tâches. Donc évidemment, c'est quelque chose qui sera plus facile à un grand enfant qu'à un tout petit de 3 ou 4 ans. Donc je pense qu'il est vraiment très important de tenir compte de la capacité de projection, d'organisation et de compétences des enfants. Enfin, et des compétences des enfants, je veux dire, pas des capacités de compétences. Alors, pour éviter le sentiment d'injustice qui intervient souvent dans les fratries, pour moi, la meilleure solution, c'est de faire un conseil de famille sur le sujet. Parce que le risque, c'est qu'on développe un sentiment d'injustice entre les enfants, qu'on ait tendance à s'appuyer un peu trop sur les aînés, parce qu'on sait qu'ils savent faire, on a confiance en eux, ils nous ont montré leurs compétences, donc on va leur demander un peu plus qu'aux plus jeunes. Mais du coup, on a tendance à ne plus responsabiliser les plus jeunes, les petits, qui en fait sont très en demande. Ils ont envie de faire des choses de grands. Et souvent, on ne leur donne pas suffisamment de responsabilité, du moins pas à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, selon moi, l'un des meilleurs moyens pour s'assurer la coopération de chacun, c'est un outil de la discipline positive qui s'appelle le conseil de famille. Alors c'est en particulier quelque chose que je vous recommande pour les vacances. C'est formidable quand on part en vacances quelque part. Donc si vous êtes encore en vacances, profitez-en, vous pouvez peut-être faire un conseil de famille. Et je vous en reparlerai sans doute un jour plus en détail. Là, je vais rester assez sommaire et je vais vous proposer une version très sobre du conseil de famille, uniquement appliquée aux services à la maison. Mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement utile pour s'assurer la coopération de tous. Un conseil de famille, ça commence, dans la discipline positive, toujours par un échange de gratitude. Un échange de gratitude, c'est que chacun va dire merci à chacun des autres pour quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de très simple. Merci. Alors, les parents remercient chacun des membres de la famille, parents et enfants, et les enfants remercient chacun des membres de la famille, parents et enfants. C'est vraiment quelque chose où tout le monde est dans le même bateau. Et donc, on peut dire merci pour des choses très très simples, comme je vous le disais. Merci d'avoir cuisiné avec moi aujourd'hui. Merci de m'avoir consolée quand je suis tombée. Merci d'avoir joué avec moi à tel jeu. Et puis ça peut être des choses un peu plus profondes, un peu plus générales. Merci pour ta bonne humeur. Merci pour tes encouragements. Merci de me faire confiance. Voilà, on peut faire rentrer tout ce qu'on veut dans les gratitudes, tant que c'est merci. Alors attention évidemment à la façon dont on dit les merci. J'ai déjà eu mon mari qui nous a fait des gratitudes un peu limites, du style merci d'avoir mis le couvert sans râler pour une fois. Le pour une fois et le sans râler viennent tout gâcher, voilà. Alors qu'un simple merci d'avoir mis le couvert aurait été beaucoup plus positif pour tout le monde. Voilà, donc évitons ce genre de choses. Mais on commence par un échange de gratitude. Pourquoi ? Tout simplement pour nous mettre dans un bon état d'esprit, pour que chacun soit dans un esprit de service, de remerciement, de gratitude, de reconnaissance. Et ça facilite l'esprit de coopération pour la suite. Une fois qu'on a fait cette étape, on peut faire la liste de tout ce dont la famille a besoin pour fonctionner. Par là, j'entends mettre le couvert, laver le linge, cuisiner, passer l'aspirateur, faire des courses, ranger, etc., etc. Donc on fait une liste. Et c'est très pratique de commencer par les vacances. Imaginez que vous êtes dans un gîte, par exemple, pendant une semaine. Eh bien forcément, les habitudes vont être un petit peu différentes de la maison. Peut-être que vous avez une machine à laver mais pas de sèche-linge, contrairement à d'habitude. Peut-être qu'il n'y a pas de lave-vaisselle. Peut-être que les couverts ne sont pas accessibles aux enfants, etc., etc. Et donc on fait la liste de tout ce dont on a besoin pour l'organisation de cette semaine de vacances. Étape suivante, chacun prend ses responsabilités. Ah ben moi je veux bien mettre le couvert, mais j'aimerais bien ne pas être tout seul. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Moi je peux me charger de la cuisine, ça me pose pas de problème.
Je suis prête à faire tous les repas. Moi, je veux bien faire un petit rangement tous les soirs, avant le dîner, pour m'assurer que tout soit bien rangé. Moi, je veux bien donner le bain du bébé, etc., etc. Une fois que toutes les responsabilités ont été partagées, mais sur la base du volontariat autant que possible, alors évidemment, il risque de rester des tâches vers la fin dont personne ne veut, et c'est là qu'on apprend la vie en société, c'est que ces tâches, il faut bien les faire. Donc, qui est prêt à se dévouer? Qui veut bien le faire? Est-ce qu'on le fait à plusieurs? Est-ce qu'on alterne? Voilà. Et dans la coopération, on peut chercher ensemble des idées pour que toutes ces tâches soient prises en charge par quelqu'un. Une fois que chacun a pris ses responsabilités, on affiche cette feuille, cette liste de responsabilités quelque part. Et puis on peut se donner rendez-vous, alors si c'est en vacances, généralement on n'a pas besoin de se redonner rendez-vous pour voir si ça fonctionne bien, sauf si on part en vacances pendant longtemps. Mais à la maison, on peut se donner rendez-vous dans 2 semaines, dans 3 semaines ou dans 1 mois, pour voir si ça convient toujours à tout le monde. Alors, au départ, quand on démarre, je vous recommande plutôt de ne pas attendre trop longtemps avant de refaire un point. 2 semaines, c'est pas mal. Parce que certains enfants vont prendre trop de responsabilités, vont se sentir surchargés. D'autres vont se rendre compte qu'en fait, bon, ça va. Ils ont des responsabilités plutôt cool et qu'ils peuvent quand même aller un petit peu plus loin et en faire un peu plus pour les autres. Et puis, dernière étape, à ne surtout pas négliger, parce que c'est l'étape qui va donner envie à toute la famille de refaire un conseil de famille, c'est un moment sympa, tous ensemble. Alors chez nous, ces derniers temps, c'est de faire une bataille de pistolets à eau. Parce qu'il fait beau, on a acheté des petits pistolets à eau en plastique. Et donc tout le monde prend un pistolet et on fait une bataille de pistolets à eau. Donc c'est génial parce que tout le monde s'amuse. Des plus petits aux plus grands, on rigole, on passe un excellent moment ensemble. Et du coup, je peux vous dire que c'est notre fils de 6 ans qui n'arrête pas de nous réclamer qu'on refasse un conseil de famille. On en a fait déjà plusieurs, mais là c'est vrai que ces dernières semaines ont été un peu chaotiques. On a passé des vacances chez mes beaux-parents et pendant ces vacances-là, justement notre fils de 6 ans réclamait qu'on fasse un conseil de famille. Bon, on n'a pas eu le courage, je dirais, de lancer la proposition avec mes beaux-parents, les beaux-frères et belles-sœurs et tous leurs enfants qui étaient là. On n'a pas voulu imposer notre fonctionnement, mais je pense qu'on aurait pu leur proposer. Et en tout cas, depuis qu'on est rentré, notre fils nous harcèle pour refaire un conseil de famille. Donc je crois qu'on va en faire un très très vite pour refaire le point. Donc je vous récapitule le déroulé possible d'un conseil de famille pour se répartir les services dans la maison. 1. On commence par un échange de gratitude. 2. On fait la liste de tout ce dont la famille a besoin pour fonctionner. 3. Chacun prend ses responsabilités. Et on l'affiche, ses responsabilités quelque part, en se redonnant rendez-vous au bout de 2 semaines, par exemple, pour faire le point et voir s'il faut faire des ajustements. Et enfin, indispensable, à ne surtout pas oublier, le moment sympa en famille. J'aime beaucoup ce système parce que, encore une fois, il évite le sentiment d'injustice entre les enfants. Parce que s'ils ont participé à la décision de la répartition des tâches, on est davantage dans l'équité que dans l'égalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je voudrais d'ailleurs vraiment insister sur cette différence entre l'équité et l'égalité. Il y a un dessin que j'aime beaucoup, je vous mettrai le lien dans cet épisode, dans les notes de cet épisode, un dessin humoristique qui présente une famille derrière une palissade. Et vous avez donc, alors ça va être le papa, un grand frère et un petit frère, il y a plusieurs versions de ce dessin. Et vous avez la version égalité. Chacun a la même caisse. Et donc chacun est debout sur une caisse pour pouvoir regarder au-dessus de la palissade. Donc le papa, évidemment, lui, il est largement plus grand que la palissade, puisqu'il est déjà suffisamment grand pour voir au-dessus sans caisse. L'enfant du milieu, lui, il arrive à voir juste au-dessus, mais le plus jeune, lui, ne peut rien voir parce qu'il est debout sur une caisse, mais que ça ne suffit pas à ce qu'il puisse voir au-delà de la palissade. Ça, c'est l'égalité. Tout le monde reçoit la même chose, tout le monde a la même caisse. Tout le monde fait la même chose. L'équité, c'est autre chose. L'équité, c'est chacun reçoit en fonction de ce dont il a besoin. Et donc l'image pour l'équité, c'est que l'adulte, lui, il est simplement par terre. Il n'a pas besoin de caisse pour voir au-dessus de la palissade.
Le grand enfant a une caisse et ça lui permet de voir au-dessus de la palissade. Et le plus jeune des enfants a 2 caisses et donc il est debout sur ces 2 caisses et là il arrive à voir au-dessus de la palissade. Et donc quand on donne à chacun suivant ses besoins, eh bien c'est ça l'équité. C'est pareil, l'équité dans la répartition des tâches ménagères, eh bien c'est de permettre à chacun de faire en fonction de ce qu'il est capable de faire. Et pour favoriser ce sentiment d'équité et pas d'égalité, il n'y a rien de mieux que ces conseils de famille. Encore une fois, ça évitera aussi de s'appuyer à outrance sur les aînés. Ça permet de responsabiliser les plus jeunes et ça permet accessoirement de montrer aux enfants tout ce que les parents font pour eux, même s'ils ne le voient pas. Les lessives, qui ne se font pas par magie, certains travaux ménagers, le travail administratif, etc., etc. Tout ça, ça permet d'en parler auprès des enfants et donc de montrer que les adultes aussi participent beaucoup à la vie de famille, même si les enfants n'en ont pas toujours l'impression. Donc voilà Audrey, j'espère que j'aurai un petit peu répondu pendant cet épisode à vos excellentes questions sur l'approche Montessori dans la fratrie. Et je voudrais simplement finir en disant que tout ce dont j'ai parlé sur les tâches ménagères, évidemment, ça n'est possible que si les enfants ont la possibilité de s'entraîner sur ces activités concrètes du quotidien. Sans entraînement, ils ne seront pas capables de rendre service et de participer à la vie de la famille. Et mine de rien, s'ils ne participent pas à la vie de la famille, ils ne réussiront pas à développer leur sentiment d'appartenance envers cette famille. Ils ont besoin de contribuer. C'est un besoin fondamental de l'être humain. Eh bien, c'est là qu'intervient la vie pratique Montessori. À travers les activités de vie pratique Montessori, les enfants vont apprendre à perfectionner leurs gestes, à devenir plus autonomes au quotidien, et par exemple, à pouvoir plus facilement s'habiller tout seul, à pouvoir mettre le couvert, se verser à boire ou se servir à manger. Ils apprendront aussi à ranger, à nettoyer leur environnement, à en prendre soin, à l'entretenir. Et puis ils apprendront aussi à prendre soin d'eux-mêmes, parce que dans les activités de vie pratique, il y a le soin de la personne. On apprend à se laver les mains, à laver ses vêtements. On peut apprendre ainsi à se coiffer, on peut apprendre toutes sortes de choses. Et donc toutes les activités de vie pratique Montessori vont permettre à l'enfant de prendre un temps d'entraînement pour ensuite prendre des responsabilités dans la famille, assumer certains services pour tous. Donc je pense que le conseil de famille, qui est un outil issu de la discipline positive, est absolument indissociable de la vie pratique Montessori, qui va rendre possible la prise de responsabilité des enfants. Alors si vous écoutez ce podcast en temps réel, donc si vous l'écoutez au mois d'août 2021 ou vraiment tout début septembre 2021, eh bien vous avez de la chance parce que si vous avez envie de proposer des activités de vie pratique à votre enfant, justement, ma formation Vie pratique Montessori est actuellement ouverte. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Le lien est, comme d'habitude, dans les notes de cet épisode. Et puis, si jamais vous n'écoutez pas cet épisode en temps réel, eh bien, ça n'est pas grave. Vous pouvez toujours aller jeter un œil au catalogue de formation pour voir si cette formation est actuellement ouverte. Voilà, j'espère Audrey que ma réponse vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous voulez vous aussi me poser votre question. Il y a un petit répondeur sur la page du podcast www.montessori7.fr www.montessori7.fr je vous avoue que je ne sais même plus /podcast. Je vérifie en temps réel avec vous, c'est ça, /podcast. www.montessori7.fr/podcast. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, j'espère que vous aurez l'occasion de faire un conseil de famille avec vos enfants ou de tester la technique qui consiste à ne pas imposer le partage des jouets, mais à simplement les laisser jouer tout leur saoul avec le jouet qu'ils sont en train d'utiliser et d'apprendre à l'enfant qui voudrait également y jouer à rester un peu patient et persévérant. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.